Bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue sur Conterrand. Pour fêter Halloween comme il se doit, nous allons ce soir voir ensemble plusieurs contes et légendes tournant autour de cette fête si particulière. Ce soir, nous explorerons les sombres forêts aux sorcières, aux loups-garous et aux maudits. Alors, tendez l'oreille, et si vous entendez quelque chose, ce n'est peut-être pas le vent dans les arbres. Il était une fois, en Irlande, un homme que l'on appelait Stingy Jack. C'était un ivrogne, un menteur et un tricheur. Il passait ses journées à boire dans les tavernes et ses nuits à tromper les honnêtes gens. Mais Jack avait un talent rare. Il savait berner même les plus rusés, jusqu'au diable en personne. Un soir d'automne, Jack, ivre, rencontra Satan. Le prince des ténèbres venait réclamer son âme, car Jack avait trop péché pour espérer le pardon. Mais l'homme n'était pas encore prêt à mourir. Il dit au diable « Avant de partir, accorde-moi une dernière pinte. » Satan accepta, mais Jack, fidèle à lui-même, n'avait pas de quoi payer. Alors, d'un sourire rusé, il proposa au diable de se transformer en pièce de monnaie pour régler l'addition. Le démon, amusé par l'idée, s'exécuta. Mais à peine devenu une pièce brillante, Jack l'empoigna et le glissa dans sa bourse où reposait une petite croix d'argent. Le diable, prisonnier, ne pouvait plus reprendre sa forme. Jack ne le libéra qu'après lui avoir arraché une promesse, ne pas venir réclamer son âme avant 10 longues années. 10 ans plus tard, Satan revint. Jack, plus vieux, plus usé, ne pouvait plus fuir. Mais encore une fois, il usa de ruse. « Très bien, prends-moi, mais avant, cueille-moi une pomme dans cet arbre. » Satan, amusé, grimpa sur la branche. Mais Jack avait déjà prévu son piège. Il grava à la hâte une croix sur le tronc. Le diable se retrouva prisonnier une seconde fois. Il jura, furieux, de se venger. Mais Jack exigea un dernier pacte. Cette fois, le diable ne prendrait jamais son âme. Vaincu, Satan dut accepter. Les années passèrent, et Jack mourut enfin, seul et sans amis. Son âme monta aux portes du paradis, mais on la refusa. Ses vices, sa cruauté, son ivrognerie l'avaient marqué à jamais. Il descendit alors frapper aux portes de l'enfer, mais le diable l'attendait, triomphant. Tu m'as dupé 2 fois, Jack, mais ton âme ne m'appartient pas. Tu as voulu échapper à ton sort, alors tu erreras pour l'éternité, sans repos ni asile. Et Satan le renvoya dans la nuit. Seul et perdu dans les ténèbres, Jack implora au moins une lumière. Le diable moqueur lui jeta une braise de l'enfer. Jack la plaça dans un navet qu'il avait vidé pour se fabriquer une lanterne. Depuis cette nuit, son esprit condamné erre sur les routes du monde, brandissant sa lueur vacillante. On dit qu'à l'approche de la Toussaint, son feu follet traverse les campagnes. On l'appelle désormais Jack of the Lantern, ou Jack-o'-lanterne. Et chaque citrouille que l'on sculpte n'est là que pour rappeler aux morts errants qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous. Dans les villages du pays vallon, quand la brume s'étend sur les champs et que le vent d'automne siffle entre les toits, on chuchote encore le nom de la Macrale. Car la Macrale n'est pas une femme comme les autres. C'est une sorcière, vieille et maigre, aux cheveux filasses, au regard mauvais. Elle rôde la nuit, pieds nus sur les chemins, à la recherche d'âmes à tourmenter. On raconte qu'elle peut se glisser par le trou d'une serrure ou passer par la fente d'une fenêtre mal close. Elle s'assoit alors sur la poitrine des dormeurs et les écrase de tout son poids. Les malheureux se réveillent haletants, incapables de crier, les yeux grands ouverts dans la nuit. Et quand elle les quitte enfin, c'est pour les laisser faibles, vidés, couverts de sueur froide. Mais la Macrale ne s'en prend pas seulement aux hommes, elle aime aussi
saccager les granges, faire tourner le lait, assécher les vaches et faire pleurer les enfants. Certains disent même qu'elle chevauche les bœufs ou les chevaux jusqu'à les épuiser et qu'au matin, on retrouve les bêtes écumantes, tremblantes, comme si elles avaient porté le poids d'un cauchemar. Il existe pourtant un moyen de s'en protéger. Les anciens nous racontent qu'il suffit de retourner ses sabots devant la porte et de tracer une croix de craie blanche sur le seuil. Car la Macrale, dit-on, ne peut franchir une barrière bénie. Et si par malheur, elle entre quand même, il reste une ultime ruse. Il faut, à son réveil, lui poser une devinette impossible à résoudre avant le chant du coq. Car la Macrale, orgueilleuse et vaniteuse, ne peut s'empêcher de répondre. Si elle échoue, elle est condamnée à disparaître à l'aube. Mais prenez garde, les Macrales savent aussi se cacher parmi les femmes du village. Elles ressemblent à vos voisines, à vos tantes, à vos grands-mères. Elles sourient le jour, mais la nuit venue, elles sortent leurs griffes. Et malheur à celui qui les accuse sans preuve, car la sorcière pourrait bien se venger en silence la nuit suivante. On dit que si l'on sent un souffle glacé dans sa chambre, si l'on entend un craquement au plafond ou un pas nu dans la poussière, alors la Macrale n'est pas loin. Fermez vos volets, priez bas et gardez vos sabots retournés. Car nul ne sait si ce soir, ce n'est pas votre poitrine que la sorcière viendra écraser. Dans les ruelles obscures du Japon ancien, quand la nuit tombe et que les lanternes de papier vacillent au vent, on raconte qu'il existe des êtres que nul ne veut croiser. On les appelle les Noperabo, les fantômes sans visage. Ils apparaissent toujours sous une forme humaine familière, un marchand, une servante, un voyageur attardé. Leur allure est banale, rassurante même. Ils parlent peu, d'une voix douce, et s'approchent souvent sans bruit. Mais quand on les regarde mieux, le sang se glace dans les veines, car là où devraient briller des yeux, sourire une bouche, s'étirer un nez, il n'y a rien. Seulement une peau lisse et pâle, semblable à un masque de cire. On raconte l'histoire d'un pêcheur de la région d'Edo, qui rentrait tard, un soir après avoir vendu ses prises. Fatigué, il s'arrêta près d'une rivière, là où une jeune femme pleurait, assise sur un rocher. Pris de compassion, il s'approcha et lui demanda « Que vous arrive-t-il, demoiselle ?» La femme leva lentement le visage vers lui, et le pêcheur poussa un cri. Là, où il attendait des yeux embués de larmes, il ne vit qu'une surface nue, sans traits, sans expression. Terrifié, il s'enfuit jusqu'à la ville et entra dans une maison de thé, haletant, trempé de sueur. Il raconta son histoire à l'aubergiste, qui écouta en silence, puis lui dit, d'une voix calme, « Oh, ne vous en faites pas, vous avez seulement vu un Mujina. » Mais quand le pêcheur releva les yeux, l'aubergiste n'avait plus de visage non plus. Les Noperabo ne font pas de mal, dit-on, mais leur pouvoir est plus cruel encore. Ils sèment la terreur, ils vident le cœur des hommes de tout courage. Certains meurent de peur en les voyant, d'autres deviennent fous. Et surtout, nul ne sait quand ni où ils apparaîtront. Ils peuvent être la silhouette qui marche devant vous sur un chemin forestier, ou le voisin que vous croisez au détour d'une ruelle, jusqu'au moment où leur visage disparaît. Alors, souvenez-vous, si un inconnu s'approche dans le silence de la nuit, si son regard vous semble trop fixe, trop absent, détournez les yeux, priez et partez sans attendre, car peut-être que sous ce visage banal se cache le vide glacé d'un Noperabo. Dans la campagne du Cumberland, au nord de l'Angleterre, se dresse un vieux manoir, Croglin Grange. On dit qu'il fut jadis témoin d'une histoire de terreur, un récit qu'aucun des habitants du village n'a jamais osé oublier. Au milieu du XIXe siècle, une famille s'y installa pour l'été. Parmi eux, une jeune femme, Amelia Cranswell.
Douce et vive, elle aimait contempler la campagne depuis sa chambre à l'étage. Les soirs d'été, elle laissait la fenêtre entr'ouverte pour respirer l'air tiède. Mais une nuit, alors que la lune voilée éclairait à peine les champs, elle vit 2 lueurs flamboyer dans les ténèbres. 2 yeux rouges, fixés sur elle depuis l'ombre. Pétrifiée, elle regarda cette silhouette s'avancer, traverser la pelouse avec une lenteur inexorable. La créature, grande et maigre, s'arrêta sous sa fenêtre. Ses doigts osseux griffèrent la pierre, puis avec une force inhumaine, elle écarta les volets et brisa les carreaux. Amélia poussa un cri, mais déjà l'être s'était jeté sur elle, ses crocs s'enfonçant dans sa chair tendre. Elle s'évanouit tandis que la créature aspirait son sang, son cœur battant faiblement sous l'étreinte glacée. Réveillée par ses hurlements, ses frères accoururent. La créature s'enfuit dans la nuit, disparaissant vers le vieux cimetière, non loin de là. Amélia survécut, mais affaiblie, marquée à jamais par cette morsure. Les jours suivants, ses frères montèrent la garde, armés de pistolets. Et une nuit, la silhouette revint. Elle glissa de l'ombre comme un spectre affamé, ses yeux flamboyants perçant l'obscurité. Cette fois, les balles sifflèrent, la créature chancela et s'enfuit de nouveau, hurlant de rage, jusqu'au cimetière. Le lendemain, les habitants du village se rassemblèrent, guidés par les 2 frères. Ils déterrèrent les tombes les plus anciennes, et dans l'une d'elles, ils trouvèrent un corps desséché, hideux, dont les lèvres étaient encore rouges du sang de sa victime. Ils mirent alors le feu au cadavre, et les flammes consumèrent à jamais ce monstre qu'on appelle le vampire du Crogling Grange. Mais certains racontent que son cœur noir, consumé dans les flammes, n'a jamais cessé de battre, et qu'il attend encore, quelque part, de reprendre forme à la tombée de la nuit. Au cœur des forêts épaisses et insondables de Russie, là où le vent semble murmurer des secrets anciens et où le soleil peine à percer la canopée, vit une sorcière que nul n'ose approcher. Baba Yaga. Elle n'est ni vieille, ni jeune, ni vraiment humaine, et son apparence change selon la peur qu'elle souhaite inspirer. Ses yeux brillent comme 2 braises rouges dans l'obscurité, ses cheveux sont emmêlés de racines et de brindilles, et ses mains semblent sculptées dans le bois lui-même. Baba Yaga habite une étrange demeure, une cabane perchée sur de longues pattes de poule. La cabane peut tourner sur elle-même, se déplacer au gré de la sorcière et disparaître à volonté dans les ombres mouvantes des bois. Les branches autour semblent s'écarter, comme si les arbres eux-mêmes s'inclinaient devant elle. Ceux qui osent s'approcher entendent un grincement sinistre, comme si le bois de la cabane soupirait et gémissait. Et parfois, un rire aigu, strident, s'élève au-dessus des cimes, glaçant le sang de ceux qui l'écoutent. La légende raconte qu'une jeune fille nommée Marussia, douce et courageuse, fut envoyée par sa mère à travers cette forêt profonde pour cueillir des herbes rares, indispensables pour soigner un malade. La route était longue et semée de dangers, des ruisseaux aux eaux noires comme l'encre, des racines traîtresses et le murmure des branches qui ressemblaient à des voix humaines. Marussia marchait, tremblante mais déterminée, suivant les murmures du vent et les reflets changeants de la lune sous la mousse humide. Après 3 jours d'errance, elle aperçut enfin la cabane sur ses pattes de poule, tournant lentement sur elle-même comme pour observer les environs. Le sol vibrait légèrement à chaque pas de la cabane, et le vent portait une odeur de bois brûlé et d'herbes inconnues. Tremblante mais résolue, Marussia frappa à la porte. Baba Yaga ouvrit, et son visage changeait à chaque clignement d'œil, révélant parfois des traits humains, parfois ceux d'une créature faite de bois et de plumes, ou encore des yeux brûlants sans paupières. Sa voix craquait comme du bois sec. « Qui ose troubler mon repos, petite fille ?» Marussia, malgré la peur qui la tordait, expliqua sa quête, et Baba Yaga, dans un éclat de rire sinistre, lui annonça qu'elle devrait accomplir 3 épreuves impossibles. La première était de trier, dans un champ immense, en une nuit,
un mélange de graines, de cailloux et de poussière. La deuxième consistait à nettoyer et polir une rivière entière avec un seul balai de branchage. La troisième, la plus difficile, était de retrouver dans la forêt un sentier qui n'existait que dans le rêve des animaux. Marussia, grâce à son courage, son intelligence et sa ruse, réussit chaque tâche. Elle écoutait les conseils des animaux de la forêt, observait le vol des corbeaux et la course des renards, et ses mains se mouvaient avec une rapidité et une précision surprenantes. Baba Yaga, bien que contrariée de voir la jeune fille réussir, tint parole. Elle remit à Marussia les herbes demandées et lui donna un avertissement. « Ne reviens jamais ici sans respect. Ma forêt n'oublie rien. Les imprudents disparaissent pour toujours et les audacieux apprennent la peur. » Avant de disparaître dans la brume, la sorcière fit tourner sa cabane sur elle-même et Marussia aperçut les longues jambes osseuses de l'édifice se poser doucement sur le sol. Puis la cabane s'éloigna dans l'ombre. Depuis ce jour, Baba Yaga continue de veiller sur sa forêt. Ceux qui s'y aventurent imprudemment entendent son rire dans le vent et voient parfois la cabane bouger, comme si elle cherchait encore un visiteur à tester. Les anciens du village racontent que parfois, lorsqu'un enfant curieux s'approche trop des bois, une voix rauque murmure son nom depuis l'ombre, et la cabane apparaît, immobile, comme une sentinelle. Alors les enfants déposent un petit morceau de pain à l'orée de la forêt pour apaiser Baba Yaga et s'assurer que sa colère ne se tourne pas contre eux. Car dans la forêt, le temps et l'espace ne suivent pas les règles des hommes, et Baba Yaga observe, depuis toujours, son regard embrasant les ténèbres et ses rires effrayants mêlés au murmure du vent. Parfois, lorsque les nuits d'automne s'allongent et que le vent hurle à travers les forêts dénudées, les habitants des campagnes d'Europe du Nord ferment portes et volets et les chiens aboient sans raison. Car c'est alors qu'apparaît la chasse sauvage. Légende vieille comme les collines et les vallées sombres. La chasse sauvage est une meute spectrale qui traverse le ciel, menée par un roi mystérieux, souvent décrit comme un roi des morts ou un seigneur d'outre-tombe. Les cavaliers sont vêtus de noir, leurs chevaux semblent faits d'ombre et de brouillard, et leurs cris stridents percent le silence de la nuit comme des éclats de tonnerre. On raconte que tout ce qu'ils touchent est glacé par la peur. Leurs chiens, grands et hargneux, portent des yeux flamboyants, et leurs courses laissent derrière eux un sillage de neige ou de cendres selon les légendes locales. Dans un petit village, entouré de forêts profondes et de landes brumeuses, vivait un jeune berger nommé Einar. Il gardait ses moutons sur les hauteurs lorsque les nuits devenaient trop longues et froides. Une veille de Toussaint, alors que le brouillard tombait tôt sur les collines, Einar entendit un lointain hurlement, étrange et déformé. Les chiens de son troupeau se mirent à aboyer, tremblants, tandis qu'un vent glacé balaya les herbes mortes. Puis, dans le ciel nocturne, il aperçut une lumière étrange, mouvante, accompagnée du galop de chevaux invisibles. Des silhouettes se détachèrent à peine sur l'ombre des arbres, et Einar comprit, avec terreur, qu'il s'agissait de la chasse sauvage. Son cœur battait à tout rompre, mais il savait que fuir ne servirait à rien. Selon les anciens, celui qui croise la route de la meute doit rester immobile et ne jamais tenter de la suivre sous peine de disparaître ou d'être pris dans la course infernale pour l'éternité. Einar, courageux mais effrayé, s'agenouilla et murmura les prières que sa mère lui avait apprises. La chasse sauvage passa au-dessus de lui, ses chevaux volant presque sans toucher le sol. Leurs sabots frappaient l'air comme des tambours de mort. Il vit les cavaliers. Certains avaient des visages humains, mais déformés par une haine, une colère ancienne. D'autres semblaient faits de brume, leurs yeux brûlants comme des lanternes. Les chiens hurlaient, et chaque cri lui transperçait l'âme. Dans un éclat de lumière spectrale, Einar aperçut le roi de la chasse, un être immense, drapé dans un sombre manteau. Les yeux, comme deux lunes rouges, brandissaient une lance scintillante d'une énergie noire. Pourtant, contrairement aux autres cavaliers, il sembla reconnaître Einar, le scrutant
avec une curiosité étrange. Peut-être était-ce sa bravoure ou la pureté de son cœur qui le sauva de disparaître dans la nuit. Lorsque la meute s'éloigna, disparaissant dans le brouillard et le vent, Einar resta à genoux, tremblant et émerveillé. Il avait survécu, mais son esprit était marqué à jamais par ce qu'il avait vu. Depuis ce jour, il raconta aux villageois comment les cavaliers fantomatiques traversaient le ciel et comment le roi, imposant et terrible, semblait toujours chercher quelque chose ou quelqu'un. On dit que la chasse sauvage ne disparaît jamais vraiment. Les nuits de tempête, d'automne ou de Toussaint, elle revient, galopant sur les crêtes, hurlant et lançant des éclairs de lumière dans les nuages. Et ceux qui écoutent attentivement, qui restent silencieux dans la brume et observent le ciel, peuvent entendre ses sabots frapper le vent et sentir sur leur peau le souffle glacé des cavaliers invisibles. La légende met en garde. Jamais ne suivre la chasse. Jamais ne tenter de défier son roi. Mais certains, dit-on, l'ont fait et ne sont jamais revenus. Dans les Carpates, là où les forêts épaisses s'étendent comme des océans verts et noirs, les villageois parlent à voix basse d'un être que l'on n'aperçoit jamais de jour, mais qui rôde dès que la nuit tombe. Le Strigoi. Entre le vampire et l'ombre, il n'est ni totalement vivant, ni tout à fait mort. Certains disent qu'il s'agit d'un esprit malveillant, d'un défunt qui n'a pas trouvé le repos. D'autres encore racontent qu'il naît de la jalousie ou de la haine accumulée durant sa vie. Dans un petit village de montagne, un jeune berger nommé Mihai vivait à la lisière de la forêt. Chaque soir, il ramenait ses chèvres avant que l'obscurité ne tombe complètement, car il connaissait les histoires que sa grand-mère lui racontait. Si l'on s'attardait après le crépuscule, le Strigoi pouvait s'approcher silencieusement et sucer la vie des imprudents. Un soir d'octobre, alors que la brume tombait bas sur les champs et que les feuilles mortes frissonnaient sous le vent, Mihai entendit un craquement derrière lui. Il se retourna et aperçut une silhouette mouvante, presque invisible dans la nuit. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, et son souffle glacé effleura la peau de Mihai. Le Strigoi l'avait trouvé. Mihai se rappela alors les conseils de sa grand-mère. Il fallait connaître son ennemi, ne jamais le regarder directement dans les yeux trop longtemps, et surtout, se protéger avec des symboles sacrés. Tremblant, il traça rapidement sur le sol un cercle de sel autour de lui, un crucifix improvisé à portée de main, et il murmura les prières qu'on lui avait enseignées. La créature s'arrêta, hésitante, intriguée par cette résistance inattendue. Le Strigoi, selon la légende, n'est pas qu'un simple vampire. Il peut se transformer en brouillard ou en chauve-souris, traverser les murs, glisser par les fenêtres et s'accrocher aux âmes des vivants pour les tourmenter dans leurs rêves. Mais il est aussi intelligent, rusé et patient, observant ses proies avec un mélange de malice et de faim. Mihai sentait son cœur battre à tout rompre, mais il ne pouvait bouger, craignant qu'un faux pas ne scelle son destin. Pendant ce qui sembla être des heures, le Strigoi resta là, à la lisière du cercle, ses yeux luisants dans la pénombre. Puis, presque comme un souffle de vent, il se recula, se fondant dans la brume de la vallée. Mihai savait qu'il ne pouvait pas s'éloigner avant le lever du soleil, que chaque minute passée hors de la protection pouvait lui coûter la vie. Il resta donc figé, priant et tremblant, jusqu'à ce que les premiers rayons effleurent la forêt, dispersant la silhouette menaçante. Les villageois racontent que certains Strigoi ne s'arrêtent jamais. Ils hantent les maisons, les champs et les chemins de montagne, apparaissant de façon impromptue pour semer la peur et s'alimenter de l'énergie vitale des vivants. Pour se protéger, les habitants de la région plantaient autrefois des croix, des pieux et des herbes sacrées près des portes et des fenêtres, et respectaient des rituels secrets lors des nuits de lune noire. Le Strigoi demeure aujourd'hui dans l'imaginaire des montagnes, un avertissement vivant des forces que l'homme ne peut pas comprendre et de la fragilité de la vie face à l'ombre. Ceux qui s'aventurent seuls dans les forêts de Transylvanie ou qui s'attardent après le coucher du soleil
savent qu'ils peuvent entendre, au loin, le souffle glacial et le pas silencieux d'un être qui n'appartient ni au monde des vivants, ni à celui des morts. Et parfois, quand la brume se lève sur les vallées et que le vent hurle dans les arbres, un regard, dans l'obscurité, semble les observer. Voilà qui clôture la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Vous pouvez mettre en commentaire si vous avez d'autres histoires sur le thème d'Halloween. Et ce soir, ne regardez pas sous votre lit, car il n'y a rien. Ce ne sont que des contes, n'est-ce pas? Moi je vous dis à tout bientôt pour reprendre notre voyage à travers les légendes et rencontrer de nouveaux contes errants.